Un grand merci à vous tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Un grand merci aux internautes aussi. Je crois qu'il y a quelques personnes derrière leurs écrans. Il y a plusieurs groupes, il y a 8 groupes, je crois, qui sont en train de nous suivre. Bonjour à vous. Je sais qu'il y a Rivage de France, il y a le lycée, Muriel. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais remercier tout particulièrement Claire Poulain, qui n'est pas là avec nous, qui doit être encore là-haut, mais qui a participé, qui a vraiment organisé le forum et qui m'a soutenu tout le long du programme européen Marlisco. Le programme européen Marlisco, donc dans avec 20 partenaires dans 15 pays européens pendant 3 ans. Nous avons des financements de l'Europe pour essayer de sensibiliser, informer, éveiller les consciences sur la question des déchets en milieu aquatique. Les panneaux que vous voyez derrière vous, le parasol, font partie d'objets qui participent à une exposition qui a été construite également dans le cadre du programme européen Marlisco. Les artistes, certains artistes nous ont prêté des œuvres d'art. Nous avons Philippe Litou qui est ici, qui réalise des œuvres avec des verres polis par la mer sur les plages, et il fait des très très jolis des lampes, enfin des jolies choses. Et puis également Xavier Plantevin qui, à partir des déchets ramassés sur les plages, des morceaux de plastique, fabrique des personnages. Un grand merci à eux de nous prêter leurs œuvres aujourd'hui. Catherine Chabot qui va être notre maître de cérémonie pendant toute l'après-midi, qui est la première femme, je crois, à avoir fait le tour du monde en solitaire et sans escale. Grande félicité, c'était il y a quelques années. Et aujourd'hui membre du Conseil social et environnemental et directrice de Innovation Bleue. Et elle va peut-être se présenter mieux elle-même, et non, en tous les cas, qui va nous accompagner pendant toute l'après-midi et qui est un petit peu notre marraine aussi, et qui suit la thématique des déchets marins depuis très longtemps déjà, depuis le début que je travaille dessus. Ça fait longtemps. Merci à tous. Je passe la parole à Catherine. Je vous présente aussi ceux qui vont m'aider à animer cet après-midi. Il y a là-bas Rémi de l'équipe de Merter qui est en lien avec les internautes. Donc les internautes, s'ils nous entendent, eh bien c'est Rémi qui sera votre voix ici à Marseille. Et puis il y a Franck aussi qui est ici, qui a un micro et qui va accompagner un peu les gens qui seront dans la salle quand vous aurez besoin de poser des questions, et si vous avez des questions techniques à lui poser, c'est vraiment vers lui qu'il faut se tourner ici dans la salle. Vous avez donc l'équipe de la régie avec Olivier, Jean-Pierre et Gilles. Et puis Isabelle, je voudrais saluer aussi ta présidente qui est Catherine Boyer, qui nous a accueillis avec un bon café et des petits gâteaux. C'était quand même pas désagréable. Alors, après ces consignes, je voudrais vous dire, donc ici dans la salle, vous êtes 10 tables, un peu hétéroclites. Il y a 7 groupes d'intervenants aussi en ligne, et puis nous avons un groupe d'experts. Donc on est 18 groupes qui représentent des associations, des collectivités territoriales, des entreprises aussi, des représentants de l'État. On a des gestionnaires d'eau, de déchets, on a des gens qui viennent de la plasturgie, nous avons aussi des fédérations sportives, des pêcheurs. Donc une population hétéroclite qui s'intéresse vraiment à la question des déchets en général et en particulier des déchets en mer. Alors je vous demanderai, pour ceux qui sont dans la salle, quand vous interviendrez, parce que je ne vais pas vous présenter tout ça tout de suite, vous vous lèverez, vous tiendrez bien votre micro près de la bouche pour qu'on vous entende bien, et vous vous présenterez voilà, quand vous interviendrez. Donc on va passer l'après-midi ensemble jusqu'à 17h30 précise, avec une pause, je vous l'ai dit. Dans un premier temps, nous allons... Alors Isabelle, tu vas nous présenter un petit peu le programme de l'après-midi qui va commencer par des ateliers ludiques. Et puis après,
Je t'écoute, Isabelle. Alors, notre programme. nous allons, dans un premier temps, essayer de mieux comprendre tous ensemble la question de cette pollution. Donc, Catherine va vous poser des questions et les réponses seront complétées par des questions aux personnes qui sont devant vous. D'ailleurs, que je vous remercie aussi beaucoup d'être là avec nous. Donc, on aura vraiment une mise en connaissance tous au même niveau. Voilà, c'est qu'on soit tous avec les mêmes informations pour que nous puissions ensuite essayer d'apporter des solutions. Donc, avant la pause, nous aurons une question. Quelle sera, à votre avis, la meilleure solution, la bonne solution? Et ensuite, en deuxième partie, nous voterons pour... il y aura une surprise, donc je ne veux pas non plus tout dévoiler parce que je pense que c'est important qu'on progresse tranquillement. Et ensuite, on devra choisir et voter pour ce qui vous semble le plus important à mettre en œuvre. Et on débattra, on discutera et on essaiera de débloquer, j'espère, une situation qui pour l'instant n'est pas très évoluée. On a encore énormément à faire. Donc on discutera sur peut-être essayer de faire aussi des priorités, essayer de voir dans quel ordre on peut faire tout ça. Voilà. Alors, une précision, Isabelle, ton association Mère-Terre décline en France ce programme européen Marlisco. Quel est l'objectif de notre journée, là, dans le cadre du programme? Alors, les réponses que nous allons proposer aujourd'hui sont enregistrées. Donc, on est dans les 12 autres pays. Il y a 15 pays dans le programme Marlisco. Il y a 12 pays qui organisent le même événement. Et chaque pays va proposer des solutions. Ces solutions sont ensuite transmises via le programme Marlisco à la communauté européenne. Ces solutions sont également transmises au gouvernement. Nous avons monsieur Filian Rétif ici qui représente l'État français. Donc, les résultats de notre journée vont être ensuite transmis également au ministère, aux instances de gouvernance locale. L'idée, c'est d'essayer aussi d'insuffler une dynamique de réflexion, de co-construction pour apporter des solutions concrètes. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur le sujet, je caractérise les déchets, on essaye de faire des choses, mais ça fait 20 ans et on a toujours quand même autant de déchets, si ce n'est plus. Enfin, c'est vrai qu'il y a des prises de conscience, mais c'est encore léger, il en reste énormément à faire. Donc là, c'est essayer d'impulser une dynamique de mise en œuvre de solutions concrètes au niveau local. Donc à la fin de la journée, on devrait réussir, j'espère, on aura essayé de développer une espèce de plan local, on verra. Et une dernière question, Isabelle, avant de présenter ceux qui t'entourent, les experts que tu as invités. Je voudrais juste savoir, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît toutes les deux et que je soutiens ton action parce que, en tant que navigatrice, moi, ce sont les déchets que j'ai observés en mer qui m'ont mobilisée. Donc, je voudrais savoir d'où te vient cette passion pour les déchets en mer. Des déchets eux-mêmes qui sont passionnants. Ça peut paraître curieux, mais en fait, au départ, j'aurais jamais pensé. Mais je travaille depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé un travail de recherche en DEA. J'étais biologiste marin. Et puis, finalement, je suis partie en aménagement et urbanisme. Et je voyais ces déchets joncher le littoral. Je vivais à Marseille. Et je me suis interrogée. Est-ce que ces déchets polluent? Ce n'est pas une discipline qu'on vous enseigne en biologie. Ça n'existe pas en tant que discipline. On n'a pas étude des déchets en mer. Ce n'est pas encore le cas. Donc, je me suis intéressée à cela. Mon directeur de recherche à l'époque m'a dit « Allez-y, c'est un sujet orphelin. Il y a beaucoup à... » Et finalement, j'ai été piquée. Parce qu'une fois que j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai découvert un univers immense. On peut parler de psychosociologie, on peut parler d'économie, on peut parler d'histoire, de géographie. On a les flux dynamiques. C'est vraiment le reflet de notre société. C'est vraiment l'envers du décor. Il y a un côté... c'est fascinant, en fait. C'est de l'ethnologie, c'est de l'anthropo. Enfin, bref. C'est très pluridisciplinaire et j'adore ça. Alors, autour de toi, Isabelle, plusieurs experts. Alors, un chercheur, déjà comme toi, François Galgani, qui étudie aussi les déchets en mer depuis bien longtemps. Et François est responsable du projet déchets en mer à l'Ifremer.
François, Isabelle et Laurent Colas, vous avez signé l'an dernier un ouvrage que je trouve absolument génial sur ce sujet. Une mère propre, mission impossible. Vraiment, c'est avec un point d'interrogation. Merci Michel Loubry. Une mère propre, mission impossible. C'est édité aux éditions Quaid de Ifremer. Et je vous le conseille parce que ça pose 70 questions, ça répond à 70 questions sur le sujet des déchets en mer. En dehors de François, alors on a un chercheur, on a aussi Carole Carpentier de Vacances Propres qui, elle, travaille, elle est déléguée générale. Carole à Vacances Propres, c'est l'association qui lutte depuis 43 ans contre les déchets sauvages, dont les déchets marins, donc pas que les déchets en mer. Et elle mène différentes actions. On connaît Vacances Propres notamment au travers de ces sacs bariolés, différentes actions aussi auprès des plaisanciers. Toujours dans le domaine, on va dire amont, Michel Loubry de Plastique Europe. Michel, vous êtes ingénieur chimiste de formation et aujourd'hui vous êtes directeur régional de Plastique Europe pour la région Ouest Europe, qui est l'association des professionnels, des producteurs de matières plastiques. Et puis enfin, nous avons un représentant de l'État qui est là, qui est Filian Rétif, conseiller scientifique et technique à la direction interrégionale de la mer Méditerranée, et qui donc dépend, c'est un service qui dépend du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et donc qui est en charge de l'application, de la mise en œuvre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Voilà pour le groupe des experts. Eh bien, nous allons commencer notre premier atelier. Alors, cet atelier ludique est là pour vous faire découvrir un peu cette histoire de déchets en mer. Vous avez devant vous des bocaux qui sont présents sur les tables. Vous avez 3 bocaux dans lesquels il y a du sable, il y a des déchets, il y a des petites choses. Et donc, moi, je vais vous poser des questions. Vous avez alors 30 secondes pour répondre ici dans la salle. Pour l'instant, c'est des questions qui ne concernent pas les internautes qui vont nous suivre, mais on va leur transmettre un maximum d'informations pour qu'ils puissent suivre avec passion notre après-midi. Et derrière vos réponses, eh bien, j'interrogerai nos experts. Et Isabelle, tu seras ma première répondante. Alors, la première question. Top. D'après vous, quelles sont les origines des déchets en mer ? Par exemple, vous avez des bâtonnets, des mégots qui sont présents dans le bocal. Alors réfléchissez, levez le doigt et demandez à Franck qu'on vous passe un micro. Réfléchissez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors si vous avez le micro, vous vous levez s'il vous plaît et vous mettez bien le micro près de votre bouche pour bien parler, qu'on vous entende. Vous vous présentez. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une réponse ? On vous écoute. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Sophie Essignol, donc je travaille au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les programmes d'éducation à l'environnement. Pour répondre à la question, donc j'ai été un peu aidée de ma table parce que je connais pas les chiffres, mais du coup, 80% des déchets viendraient de la terre et des activités humaines. D'accord, une première réponse. Est-ce qu'on a une autre réponse dans la salle concernant les mégots, les bâtonnets, des réponses éventuellement plus précises ? Oui. Effectivement, on fera réagir Isabelle. Tu nous éclaireras sur le sujet. Bonjour, je suis Ghislaine Doré de l'association Nostamar. C'est une association qui a pour projet de réaliser un projet d'éducation à l'environnement au bord de l'étang de Berre. Nous avons discuté entre nous pour dire qu'en fait, il y a tout part des caniveaux des villes et aussi des WC. Donc en fait, comme tout à l'heure, ça a été dit, ça vient de terre pour aller dans la mer. D'accord, mais alors ça vous étonne pas de voir ces bâtonnets qui ressemblent à des cotons-tiges ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une explication sur ces bâtonnets ?
Oui, il y a un doigt qui se lève. Bonjour, je suis Antoine Morin de Hydroconcept. Alors les cotons-tiges, ce sont des macrodéchets, me semble-t-il, d'origine sanitaire, donc ils proviennent probablement des déversoirs qui sont sur les réseaux unitaires, et pour le reste, probablement des collecteurs pluviaux, entre autres. D'accord. Une dernière réponse avant que je passe la parole à Isabelle. Les internautes... Est-ce que les internautes ont une réponse sur la présence des cotons-tiges et des mégots ? Pour l'instant, pas de réponse des internautes. Alors, je précise qu'on a une classe de seconde où il y a de nombreux connectés. Là, pour l'instant, ils en sont à se saluer les uns les autres. Hein. Bon, ben, on salue. De quel lycée ? Je vais vous dire ça. Je crois que c'est une classe de seconde. Bon. Apparemment, je pense que c'est probablement le lycée Paul Riquet. D'accord. Voilà. Bon, Isabelle, est-ce que tu peux nous éclairer sur ces déchets, ces cotons-tiges et ces mégots, et nous dire quels sont ceux qu'on trouve le plus fréquemment sur le littoral français ? Alors, pour illustrer mes propos, on avait préparé des images qui vont certainement arriver. Voilà. Ah, tu as une réponse, Rémi ? Oui. J'ai la Fédération nationale de plasturgie qui explique que les cotons sont mis en général dans les toilettes et c'est la raison pour laquelle on les retrouve dans les réseaux d'eau pluviale et par la suite en mer. Et ça veut dire, Isabelle ? Alors que nos réseaux sanitaires, nos toilettes vont aller dans les eaux, vont aller dans des stations d'épuration, et malheureusement nos systèmes, nos dégrilleurs, les cotons-tiges flottent, les dégrilleurs ont entre chaque grille, chaque barre, il y a 6 mm à peu près, et donc le coton-tige peut passer. Et on a des témoignages de techniciens qui vont nous dire qu'effectivement on voit ces cotons-tiges flotter, et c'est assez difficile de les arrêter, mais en même temps, normalement, aujourd'hui, dans un étage, on a des étages biologiques dans les stations d'épuration, et normalement, ils ne passent plus. Maintenant, est-ce que l'ensemble du pourtour méditerranéen, l'ensemble des communes sont bien équipées ? Ça, je pense qu'on n'est pas tous égaux en équipement. Les mégots de cigarettes, on regarde les gens fumer dans la rue avec cette superbe loi, et bien entendu, très bien, il faut moins fumer dans les espaces publics, sauf que forcément les gens fument dehors et jettent leurs mégots par terre. Et avec le réseau pluvial et le nettoyage des cours d'eau, des égouts par la pluie, par les jets d'eau des techniciens sur le terrain, on a des mégots qui peuvent arriver à la mer. Nos stations d'épuration vont pouvoir les récupérer et les retirer de l'eau. Sauf que l'ensemble du réseau pluvial n'est pas raccordé à une station d'épuration. Beaucoup d'efforts sont faits pour que des déversoirs d'orage, quand on a trop d'eau d'un seul coup, on puisse... Je sais qu'à Marseille-Provence Métropole, il y a beaucoup de travaux en ce moment pour essayer d'éviter la pollution du milieu marin par les déchets, par les eaux pluviales. Donc on voit ici un schéma qui nous montre que les gens jettent leurs déchets dans la rue, ne pensant pas mal faire. Ils se disent on est dans un système bien organisé, bien géré, une ville urbanisée, avec des services techniques, avec des stations d'épuration. Eh bien, c'est là que je dois jeter mes déchets. Regardez cette bouche d'égout, elle est formidable, elle me tend les bras, et je jette mon déchet dans la bouche d'égout. Et tout le monde fait ça, et dans le monde entier, et depuis très longtemps. Et donc, ce sont vraiment des modes qu'il faut réussir à changer, et c'est la communication, la sensibilisation qui nous... Bon, faut pas que je donne de solution tout de suite. Mais voilà, on est vraiment sur une prise de conscience collective et aussi les services techniques, la gestion publique qui parfois n'est pas forcément bien appropriée. On va, s'il te plaît, Gilles, passer l'image d'après. Donc là, ce sont les chiffres qui nous montrent quels sont les types de déchets que nous pouvons trouver. C'est le résultat de 52 relevés. L'association Merterre réalise des caractérisations scientifiques, entre guillemets. Donc on est sur le terrain, on compte chaque objet. Et il y a Benjamin qui est là, qui a participé aujourd'hui qui travaille chez Surfrider, mais qui était stagiaire chez Merterre et qui a contribué à alimenter cette base de données. Donc on voit un inventaire à l'après-vert. Les déchets les plus représentés sont les morceaux de plastique, les petits morceaux de plastique. Ils se cassent en petits morceaux. On a, donc comme on regarde sur les tables, donc des mégots, des cotons-tiges, des bouchons. Quand on regarde la typologie, ce sont essentiellement, il y a 87% de plastique, 8% de verre. Ce sont sur 52 de relevés sur les plages.
Et ensuite, si on essaye de regarder en typologie de type de matériaux, on a 25% d'emballage alimentaire, 23% indéterminés. Dans les indéterminés, ce sont les morceaux de plastique qui sont issus de la dégradation éventuellement d'emballage alimentaire aussi. Le tabac, beaucoup de cigarettes, de mégots, l'alimentaire hors emballage, hygiène, médicaments, voilà. Donc on est sur le terrain, on essaye de caractériser. Si tu veux bien passer la slide d'après, s'il te plaît, Gilles, pour vous montrer ici que les déchets viennent vraiment du bassin versant. On a ici un filet de pêche ramassé au large de l'émissaire de Cortiou à Marseille, il y a assez longtemps. Et les pêcheurs aujourd'hui, Laurent Lombard qui est ici, me disait on sait où il ne faut pas caler nos filets, au droit des émissaires des grandes villes. Il faut surtout pas caler nos filets là. Dès qu'il pleut, on ramasse des déchets. Donc on comprend bien le flux. Voilà. Tu en as encore une ? Non. Ok, merci Isabelle. Alors, je le présente pour les internautes. Il y a un deuxième bocal, je ne sais pas si vous voyez, dans lequel vous avez du sable. Voilà, je ne sais pas si vous voyez grand-chose à la caméra. Eh bien, je vais vous demander, est-ce que ce sable est propre ? Regardez bien votre bocal de sable. Je le rends à la table, là. Est-ce que ce sable est propre ? Alors, on voit pour être très clair, on voit bien qu'il y a des espèces de petites billes, un peu, on ne sait pas si c'est des grains de sable ou quoi. Donc avant de donner la parole à Michel Loubry, je voudrais avoir les réponses, soit des internautes, Rémi, soit dans la salle. Est-ce que vous sauriez me dire ce que vous voyez ? Alors, Martial Caspar, directeur de l'Office de la mer Marseille-Provence. Bonjour à tous. Donc, a priori... Vous pouvez vous lever, oui, s'il vous plaît ? Pardon. Voilà, ça va mieux. A priori, on voit que ce sable n'est pas propre, n'est pas pur. Il y a des petites billes, ça peut certainement du microplastique, hein, des plastiques qui sont petit à petit ont diminué et deviennent ces petites billes. Et au-delà de cet aspect qui n'est pas très sympathique, effectivement, comme on le disait ici autour de cette table, ces billes peuvent transporter des bactéries également. Donc c'est un sable qui est pas très propre, quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un saurait d'où viennent ces billes de plastique que vous apercevez ? Alors, il y a quelqu'un qui voulait parler ? Non, vous vouliez intervenir ? Oui, allez-y. Ah, il n'y a pas de micro. Alors, il y a un micro aussi à apporter ici. Bonjour à tous. Donc Benjamin de Surfrider Foundation Europe, ancien Merter, comme tu le saluais, Isabelle. Donc ces petites billes de plastique, comme Martial, tu le disais, sont en effet pas naturelles. On ne peut pas caractériser le sable de propre dans la mesure où on en trouve en très grand nombre sur nos plages, y compris à Marseille. On appelle ça des larmes de sirène. C'est un terme bien poétique pour parler d'une chose absolument affreuse, mais l'origine n'est pas encore clairement identifiée. Il y a différents points de vue, difficile de remonter la chaîne dans la mesure où on ne constate qu'une fois qu'il est trop tard, c'est-à-dire sur les plages, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais il semblerait que l'une des origines les plus probables soit la perte de matières premières, c'est-à-dire que ces petites billes seraient à l'origine de tous nos objets plastiques actuels, qu'on les transporte dans des conteneurs par bateau, et que quand on va dans une usine pour créer une chaise, un gobelet ou quoi que ce soit la matière première qui permette de faire ce gobelet en plastique. Et quand un conteneur tombe, ça arrive régulièrement, hélas, que ces conteneurs soient perdus, eh bien on en trouve par milliards sur les plages, notamment en Méditerranée. Merci Benjamin. On va demander à Michel Loubry, finalement, parce que si c'est la bonne réponse de Plastic Europe. Oui, ça en fait partie tout à fait. J'ai regardé les bocaux tout à l'heure avant qu'on ne rentre dans la salle. Vous en avez de différentes sortes. Vous avez des origines qui peuvent être des billes de polystyrène expansé. Vous avez les caisses de pêcheurs qu'on connaît bien. Si vous allez au Vieux-Port, vous en verrez. Ces caisses, si malheureusement les pêcheurs, quand elles sont cassées, les jettent par-dessus bord, elles finissent par se briser. Et du polystyrène expansé, je suis sûr que vous avez tous un jour cassé ces boîtes de polystyrène expansé. Ça fait des petites billes. Et ça peut être une des sources des petites billes que vous trouvez dans la mer. Vous avez des petites billes qui sont marron, jaunâtres. Ça peut venir des installations d'épuration d'eau.
Vous avez, même chez vous, pour certains d'entre vous, des filtres avec des résines échangeuses d'ions pour enlever le calcaire de l'eau, pour protéger vos équipements. Eh bien, à l'intérieur, si vous ouvrez un filtre comme ça, eh bien, vous trouverez des petites billes de plastique. Elles sont faites pour capter les ions calcium et relarguer le sodium que vous mettez à la place avec votre réservoir de sel à côté. Donc c'est une des origines possibles parce que ces installations de temps en temps se cassent et les filtres éclatent et les petites billes partent dans l'eau usée ou dans l'eau propre, censée être propre. Donc c'est une source. Et vous avez raison, une des sources importantes, et nous y travaillons fortement, voilà cette diapo, je vous le montre, c'est en effet les pertes de granulés qui peuvent venir directement des usines de production. On est conscient que la prise de conscience au niveau des ouvriers dans les usines n'est pas encore suffisamment forte et que la tendance facile, c'est de nettoyer qu'un jet d'eau et derrière, on a les problèmes de stations d'épuration, etc. Donc, on est en train de renforcer de façon forte, mais c'est vrai, monsieur l'a dit tout à l'heure, la perte de containers, un container de 24 tonnes, je ne vous dis pas le nombre de milliards de petits granulés qui sont dispersés lorsqu'un container tombe dans l'eau. Et François me disait qu'à peu près 10% de containers tombaient à l'eau chaque année dans les transports maritimes. Donc vous imaginez tout ce que ça peut faire. Alors, nous, Plastics Europe représente les industriels producteurs de matières plastiques et avec nos amis, nos clients, les transformateurs, qui sont représentés par la Fédération de la plasturgie, qui sont en ligne d'ailleurs, je salue Marc Madec, nous avons lancé tout un travail de motivation de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les usines de production de granulés, les matières plastiques sont vendues dans 70%, 80% des cas sous forme de granulés aux clients pour pouvoir les mélanger avec les pigments et faire vos objets plastiques par la suite. Et la dimension est calibrée pour les installations industrielles. C'est une dimension de granule qui fait à peu près 5 mm. Et donc ils sont transparents, vous en voyez dans le bocal, c'est des petites billes quasiment transparentes. Et il se peut qu'on en perde au niveau de nos usines de production, mais surtout c'est au niveau des transports et de la logistique, parce que nous les vendons à nos clients sous forme de camions-citernes, sous forme de big bags, sous forme de sacs de 25 kg. Et si jamais au cours d'un transport, un sac de 25 kg se perce, est-ce que vous savez combien il y a de petits granulés dans un sac de 25 kg ? 3 350 000. Donc, il suffit d'un sac qui se perce sur un camion et le transporteur, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive à son hangar, il voit des petits granulés, il prend un jet d'eau, il nettoie et ça part dans les eaux usées. Nous mettons en place, et il y avait le transparent sur le site que nous appelons Operation Clean Sweep, sur toute la filière, y compris la logistique, etc. Nous travaillons déjà depuis 4 ans et nous sommes en cours de multiplication des opérations pour convaincre l'ensemble des acteurs. Sweep en anglais, ça veut dire balayer. Donc convaincre tout le monde que quand il y a des petits granulés qui traînent, il faut les balayer et les amener à la poubelle correcte et non pas les nettoyer avec un jet d'eau pour que ça parte dans les caniveaux. Donc on y travaille fortement. Merci Michel, on est déjà un peu sur les solutions, ce sera peut-être le deuxième temps de notre après-midi, mais c'est déjà bien de savoir ce que vous mettez en œuvre. Je pense qu'on développera certainement cette partie-là, amont de la question des déchets en mer tout à l'heure. Une question pour vous dans la salle et pour les internautes, alors une question très ouverte, quels sont les impacts des déchets ? Allez. Quels sont les impacts des déchets marins, des déchets marins. Allez, on lève les bras, les doigts. Rémi, si vous avez des internautes qui veulent réagir. Alors, j'ai madame qui est intervenue tout à l'heure. Redonnez votre nom pour qu'on... Voilà. Il ne faut pas que ce soit... Ghislaine Doré, de Nostamar.
ça a un impact très important sur toute la biodiversité. Donc, ça peut être dans la mer et aussi sur la terre. Donc, c'est-à-dire la vie faune, toutes les espèces animales qui vivent dans les milieux naturels. Bonjour. Donc on considère qu'il y a 3 types d'impacts différents, écologiques, économiques et sur la santé. Pour ce qui concerne les impacts écologiques, on considère que l'ingestion est un des problèmes majeurs, notamment pour certaines espèces comme les tortues, parce qu'elles confondent les méduses avec les sacs, ou bien les oiseaux qui ont des poches dans lesquelles ils peuvent garder les déchets dans l'estomac. Ça représente quelques dizaines d'espèces. Contrairement à ce qu'on pense, les dauphins peuvent se prendre dans des filets dérivants abandonnés, par exemple, mais n'ingèrent que très 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 peu de déchets. C'est moins de 1% des dauphins qui ont été analysés, les 13 000 dauphins qui ont été analysés sur les 30 dernières années en France. Ça représente des pourcentages très très faibles. Et donc ce ne sont pas des espèces, probablement parce qu'elles sont suffisamment intelligentes pour discerner les différents débris. Et voilà quoi. Alors il y a le problème des microplastiques, donc ça a été abordé. Le transfert dans la chaîne alimentaire, c'est vrai pour les polluants associés, ça n'est pas pour les microplastiques eux-mêmes. Pour les polluants associés, c'est en fait une voie de contamination mineure, parce que ce qui est sur les microplastiques, c'est ce qui est dans l'eau. Et donc le problème, c'est surtout la contamination de l'eau avant celle des microplastiques. Reste que le nombre des microplastiques est un problème important. Il y en a actuellement à peu près 5 000 milliards qui flottent à la surface de l'océan mondial, 250 en Méditerranée. Et chaque microplastique, ou même macroplastique, est un vecteur possible de transfert des différentes espèces. Pathogènes pour les poissons, algues toxiques ou des choses comme ça. C'est un problème qui est assez mal connu actuellement, puisque la communauté scientifique commence simplement à aborder le problème. Mais c'est une question qui est excessivement importante par rapport justement à la contamination par les polluants. Les impacts socio-économiques, ça concerne principalement le tourisme. Donc là, vous avez des exemples de transfert d'espèces, de fixation d'espèces d'algues sur des microplastiques. L'impact économique, ça concerne la pêche. Donc vous imaginez par exemple le temps et le coût que représente le tri des déchets pour récupérer quelques poissons. Ça, c'est une situation qui est pas très loin d'ici. C'est en Méditerranée française. Ça représente simplement 10 minutes de chalutage. Et puis également donc, le tourisme, évidemment, avec le coût de nettoyage, tout ce que ça peut représenter. Dernier impact connu, c'est l'impact sur la santé humaine, donc les accidents, les incidents qu'il peut y avoir sur les plages. Je rappelle quand même qu'il y a eu des cas, notamment en Irlande, il y a 2 ans, tant que je sache. Je n'ai pas pu le vérifier, mais il y a eu 2 enfants qui ont été pris dans des filets abandonnés. Et donc, il y a même, si vous voulez, des conséquences qui peuvent... voilà. Alors, je reviens peut-être sur la question des microplastiques et le débat qui a eu lieu tout à l'heure sur les granulés industriels, parce que je pense que c'est important. En fait, l'analyse des contenus stomacaux d'oiseaux de la mer du Nord montre que les granulés industriels, en fait, ils ne représentent que 10% des microplastiques et que 90% quand même viennent de la dégradation des emballages. Principalement, ça veut dire que c'est surtout la grande consommation et les gens qui sont responsables des apports, puisque ce sont principalement issus des sacs et des bouteilles et non pas des plastiques qui seraient utilisés dans la fabrication d'avions, de voitures. Donc c'est important parce que pour les solutions à mettre en œuvre, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut s'orienter sur une gestion particulière de ce problème-là. C'est vraiment le comportement des gens qui est inconsciemment, on en a parlé tout à l'heure avec les cotons-tiges, qui est responsable d'apports comme ça directement à la mer. Voilà. Merci François, tu compléteras certainement tout ça par d'autres interventions tout à l'heure. Alors la question suivante, et je donnerai derrière la parole à Carole Carpentier de Vacances Propres, c'est quel est le temps de dégradation d'un sac plastique ? Allez, tic-tac, tic-tac. Les internautes ou dans la salle ? Le temps de dégradation d'un sac plastique dans le milieu marin. Ah. Encore plus dans le temps de dégradation. Alors je peux vous dire qu'ici, moi à Marseille, un jour en entraînement de régate, eh bien j'étais sur un semi-rigide et sans bouger autour de mon bateau, en une demi-heure, j'ai dû ramasser 50 sacs plastiques. C'était le lendemain d'un jour de pluie. Ça avait effectivement lessivé la ville. Mais je peux vous dire que dans la rade de Marseille, il y a déjà 15-20 ans de ça, et j'en ai vu beaucoup. Alors une réponse ? Temps de dégradation, allez, avancez-vous, lâchez-vous. Tentez une réponse ? Non ? Non ? C'était un bras qui se levait ou pas, ça ? Moi, je dirais, pour lancer le débat, allez, on va dire 70 ans. Même si je ne sais pas, c'est pas grave, je dis hop là. Voilà, hop là, il s'est lâché, Philippe Litou. Bah oui, parce que ça met du temps, le plastique, c'est vrai. Qui dit mieux ? Bonjour. Alors, qui dit mieux ? Henri Eskenazi, photographe spécialisé dans le monde sous-marin. Pour élever un peu plus le débat, je dirais que ça dépend. Ça dépend de la dégradation totale ou alors du visuel, de ce qu'on ne voit plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus.
on n'a pas d'idée très précise parce que d'abord, on n'a pas beaucoup de recul. Les matières plastiques sont des matières très jeunes. On ne peut pas dire réellement suffisamment ce recul. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est pourquoi ces emballages plastiques sont-ils si résistants ? Parce qu'ils ont une fonction. Leur fonction première, c'est d'emballer un produit, de protéger les aliments notamment, de les conserver, de faciliter leur transport, la logistique, etc. Et donc pour assumer ces fonctions, il faut que l'emballage, et plastique notamment, soit suffisamment résistant. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas être à la fois résistant et à la fois se dégrader facilement. Il faut savoir qu'il y a une réglementation européenne et française sur le contact alimentaire qui est très exigeante et dont l'un des aspects majeurs à respecter est l'innocuité de l'emballage par rapport au produit. Donc ça, c'est un facteur important que les industriels doivent prendre en compte, en plus de la résistance. Voilà, tous ces facteurs-là vous indiquent un petit peu, vous devrez vous éclairer pour mieux comprendre cette solidité de l'emballage. Après, il faut aussi, on l'a évoqué vaguement tout à l'heure, que chaque acteur de la chaîne joue son rôle. Que les industriels fabriquent des emballages qui soient le moins impactants possible. Là-dessus, ils ont plusieurs moyens d'action. Ils agissent à la fois sur la réduction à la source, c'est-à-dire l'allègement des emballages. Ils agissent sur la recherche en termes de matériaux, l'évolution des matières plastiques. On a parlé de bioplastique, etc., de matériaux biosourcés. Voilà, donc il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Je pense que c'est vraiment une préoccupation des industriels de minimiser l'impact de leurs emballages. Ensuite, il y a les collectivités locales qui ont leur rôle à jouer dans la collecte des déchets et l'entretien des espaces publics. Et en dernier lieu, il y a notre rôle à nous tous. Nous tous, notre rôle, c'est vraiment de jeter nos déchets au bon endroit. Et on va en reparler tout à l'heure parce que c'est un point clé du problème. Voilà. Carole, un mot sur vacances propres ? On parlera tout à l'heure, je pense. Tout à l'heure, ok. De toute façon, on est déjà sur les solutions. Hein. Déjà, on voit que mais je n'en dis pas plus. On ouvre le débat et on se garde ça pour tout à l'heure. Alors, la dernière question et qui donnera l'éclairage de Filian Rétif sur le sujet, mais d'abord une question que je vous pose. Non, pardon, c'est pas une question que je leur pose, c'est une question que je vous pose, Filian Rétif, oui. Pardonnez-moi. Donc, est-ce que vous pensez, là, on a dans la salle, et j'imagine aussi en ligne, des gens qui connaissent un peu le sujet, et on voit bien la connaissance, finalement, ou les idées reçues qu'on peut avoir, etc., c'est malgré tout limité. D'après vous, est-ce que les politiques sont au courant ont ces informations, finalement, ceux qui sont en capacité de prendre des décisions et de changer les choses? Alors je pense qu'on peut aujourd'hui affirmer que les politiques publiques mises en place et actuellement en cours de mise en œuvre ont intégré cette problématique des déchets marins et que cet enjeu devient grandissant dans l'action gouvernementale. En effet, les politiques publiques se sont structurées à 3 niveaux d'échelle pour répondre à cet enjeu des déchets marins. Donc le niveau communautaire, le niveau des conventions des mers régionales, avec l'exemple de la Convention de Barcelone pour la Méditerranée, et enfin le niveau national. Pour commencer par le niveau national, la France a tout d'abord réaffirmé son engagement en faveur de la lutte contre les déchets marins lors de la conférence environnementale de 2013. Un engagement spécifique a d'ailleurs été pris dans la feuille de route du gouvernement, je le cite, « Réduire les macro-déchets marins en améliorant la connaissance et en élaborant des plans d'action dans le cadre des conventions des mers régionales et dans le cadre des engagements européens, notamment celui de la directive cadre stratégie pour le milieu marin ». Depuis cette conférence environnementale, donc, il y a 2 plans d'action sur les déchets marins qui ont été adoptés dans le cadre des conventions des mers régionales. Donc un plan d'action en décembre 2013 pour la Convention de Barcelone et un plan d'action en juin 2014 dans le cadre de la Convention pour la protection de l'Atlantique du Nord-Est, la Convention OSPAR. Donc ces plans d'action s'adressent autant aux sources de déchets en mer qu'à terre et prévoient des actions de prévention, de gestion, de sensibilisation et de communication. En parallèle, au niveau national, la politique de l'eau, mais également la politique de prévention et de gestion des déchets ont été identifiés comme des leviers majeurs pour permettre la réduction des déchets marins.
Les gouvernances et les outils de planification existants dans ces domaines sont donc mobilisés afin de créer des synergies. Et concrètement, la France a pris l'opportunité de révision de ces différents plans pour y intégrer pour la première fois le sujet des déchets marins. Donc sur le volet de la prévention des déchets marins, donc il a été intégré dans le programme national de prévention des déchets 2014-2020 qui est en application de la directive cadre sur les déchets. Deuxièmement, sur les DAGE, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux qui sont en cours de révision. Là encore, la thématique des déchets marins a été intégrée pour lutter contre ce fléau. Et troisièmement, côté marin, donc la France met en œuvre, comme je l'ai dit, la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Et cette directive traite spécifiquement des déchets marins. Donc l'objectif de la directive, c'est d'atteindre ou de maintenir le bon état écologique des eaux marines d'ici à 2020. Et la réduction des déchets marins est très clairement définie comme un des critères d'atteinte du bon état écologique. Donc la France met donc actuellement en place un plan d'action pour le milieu marin par façade maritime en application de cette directive européenne. Et vous verrez, des actions concrètes sont proposées pour réduire les déchets marins. Vous voyez donc que l'État français, en lien avec ses partenaires européens, a mis en place un cadre d'action pour lutter contre les déchets marins. Donc l'enjeu des mois et des années à venir, c'est maintenant la mise en œuvre concrète et opérationnelle de toutes ces actions. Sachez en tout cas que la ministre de l'écologie est très mobilisée sur le sujet. Elle interviendra d'ailleurs en clôture de la conférence de Monaco des 10 et 11 mars prochains sur les déchets plastiques en Méditerranée. Et l'actualité est également riche puisque le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est examiné en ce moment par le Sénat en séance publique et il sera présenté en vote solennel le 3 mars. Donc vous le savez, il est prévu d'interdire les sacs plastiques de caisse à usage unique à compter du 1er janvier 2016 et d'interdire les autres sacs plastiques à usage unique, sauf pour ceux qui sont compostables en compostage domestique et constitués de matières biosourcées. Donc globalement, je dirais oui, les politiques s'emparent de ce sujet, de la question des déchets et spécifiquement des déchets marins. Merci Filian Rétif. Je pense que tout à l'heure, on aura l'occasion éventuellement de vous reposer des questions. Je vous propose maintenant, avant de passer à l'étape des solutions, et on va vous faire un peu cogiter sur les solutions, de voir une vidéo, la vérité sur les déchets marins. Ça dure 3 minutes 50 secondes.